Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04, tous les jeudis, c'est notre jeudi politique et nous aimons beaucoup recevoir des sénateurs ou des députés qui viennent débattre de l'actualité de tous bords. Parce que toutes les opinions ont le droit de s'exprimer ici. D'ailleurs, si vous voulez vous joindre à la discussion, au débat, 0826 300 300, ce n'est pas compliqué. Alors ce jeudi, nous avons avec nous Prisca Thévenot, qui est porte-parole du groupe Renaissance, député des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous avons Iñaki Echaniz, qui est député PS des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour. Bonjour. C'est une première. On vous accueille. Merci. Et Kevin Mauvieux, qui est déjà venu, qui est député Rassemblement National de l'Eure. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être là. Nous sommes jeudi. Nous sommes le jeudi 13 avril, 12e journée de mobilisation, de manifestation contre la réforme des retraites, avec à Paris les éboueurs qui sont repartis dans la grève, avec l'attente est à la fois au gouvernement, mais parmi les députés, tout le monde, l'attente de la décision du Conseil constitutionnel, évidemment, demain. Alors, j'ai une question simple à vous poser. Est-ce que vous pensez, parce que le débat s'est installé autour du Conseil constitutionnel, est-ce que vous pensez que les membres du Conseil constitutionnel sont vraiment indépendants ? Marine Le Pen a des doutes. Kevin Mauvieux. Je pense qu'ils font leur travail avec leur conscience en toute indépendance. Maintenant, je pense que le fait qu'ils soient nommés en partie par le pouvoir peut poser question, non pas pour nous, parce que nous, on respecte les institutions, mais pour des personnes qui auraient tendance naturellement à dénigrer les institutions. On donne du biscuit à ces personnes-là pour se dire peut-être que le Conseil constitutionnel, en réalité, est un conseil politique. Moi, je pense pas. Moi, à titre personnel, honnêtement, je pense que le Conseil constitutionnel fait son travail en toute intelligence et en toute conscience. C'est pas un conseil politique, c'est un conseil qui vérifie le droit par rapport au droit. Alors, il y a quelques divergences au sein du Rassemblement national ou ailleurs, d'ailleurs, sur Prisca Thévenot. Confiance absolue. Alors, je me permets d'être un peu peut-être dans la provocation, mais rien que poser la question est dangereux. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment où tout est question à suspicion, à questionnement de l'indépendance, de la légitimité. Nous sommes ici aujourd'hui 3 parlementaires avec effectivement des familles politiques opposées qui ne sont pas du tout sur les mêmes lignes sur un certain nombre de sujets, même beaucoup, si je parle à mon collègue du Rassemblement national. Mais attention, il doit y avoir quelque chose qui doit nous unir au-delà de nos différences partisanes. C'est le respect de nos institutions et la défense de nos institutions. Nous avons un Parlement qui est indépendant, nous avons un Sénat qui est indépendant, nous avons un Conseil des sages qui est indépendant. Venir aujourd'hui questionner cette indépendance remet en cause même la légitimité que nous pouvons porter et que nous avons eue tous les 3 par les urnes. C'est Marine Le Pen qui pose la question. Moi, je ne me fais que le relais. C'est elle qui a posé la question sur l'indépendance du Conseil constitutionnel, qui se pose la question. Non, mais évidemment, mais heureusement qu'on peut se poser des questions quand même. Mais on ne fait que relayer ce qu'on entend. Moi, j'ai un immense respect pour nos institutions et je pense que moi, je fais confiance dans la décision du Conseil constitutionnel et en ses membres. Mais je reviens sur les propos de Prisca Thévenot. Moi, je ne considère pas ça dangereux de s'interroger sur le fonctionnement de notre démocratie. Je trouve ça plutôt même intéressant que la population s'intéresse à notre fonctionnement et c'est même légitime qu'ils puissent se poser des questions. Et c'est à nous justement de répondre et de les rassurer sur le fait que tel organe de notre constitution, telle administration est indépendante. Mais dire que c'est dangereux, moi je ne suis pas d'accord parce qu'aujourd'hui on a un regain d'intérêt pour la vie politique sur le fonctionnement de nos institutions et il y a aussi des choses à remettre à plat et à parfois repenser pour faire preuve de transparence aussi. Je vais me permettre juste de répondre. Attention, on peut s'interroger, je le dis souvent effectivement, et je vous rejoins, il n'y a pas de mauvais débat, nous pouvons être capables et nous devons être capables de tout. Maintenant, j'aimerais juste qu'on rappelle pourquoi on se pose la question aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a décidé comme ça d'en parler, parce qu'on a été interrogé ce matin par nos voisins, des parents d'élèves, etc. C'est parce qu'une femme politique qui se présente aux élections présidentielles sur les dernières élections et qui, à mon avis, va se présenter en 2027, questionne cela. Et en cela, oui, c'est dangereux. Oui, mais alors là, ça parle du Rassemblement national. C'est absolument pas dangereux, d'autant que chacun sait que le Rassemblement national a toujours, et ce depuis des décennies et depuis le début de cette législature, le Rassemblement national a toujours respecté les institutions. Ça n'empêche pas d'ouvrir des débats. Maintenant, il faut quand même revenir à la base. Vous dites que vous êtes pour le respect des institutions, qu'il faut respecter les institutions, et on est d'accord. Mais si cette question se pose, c'est parce que depuis 8 mois, le gouvernement et la majorité ne respectent pas l'institution qu'est le Parlement, en piétinant à chaque fois
l'opposition qui voudrait s'opposer sur des textes. Il faut quand même revenir à la base. Le problème, on a entendu que vous avez empêché le débat. Vous étiez bien silencieux. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le problème de base, c'est la réforme des retraites, sur laquelle le gouvernement et Emmanuel Macron ont piétiné l'institution qu'est le Parlement, en refusant d'accepter sa défaite. Comment se sentir piétiné quand on n'est pas là? C'est étonnant quand même. Ah bah désolé, mais alors vous avez rien dit, vous avez rien fait. On peut regarder les chiffres, on était présents. Je parle pas de chiffres, je parle de paroles et de position politique, monsieur. On fait de la politique et je suis désolée, je vais rejoindre mon collègue du Parti Socialiste. Vous pouvez continuer à mentir, ça nous fait monter parce que les gens voient que vous mentez. Donc continuez à mentir. La réalité, on va plus s'entendre. Non, mais la réalité, pour remettre en quelques secondes dans ce pays, pour remettre en quelques secondes l'église au milieu du village. Pourquoi vous dites qu'on nous a pas entendu? La mairie. Parce que nous avons déposé effectivement un peu plus de 200 amendements parce que nous avons tenu compte du fait que vous avez limité le débat et que si chaque groupe faisait le même nombre d'amendements que nous, on pouvait voter. Nous voulions rejeter le texte. Moi, je voudrais quand même en finir avec ça. Tout de même, Marine Le Pen pose la question et elle ajoute les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par des politiques. Sous-entendu, il faudrait peut-être faire autrement. Ben, c'est une question qui peut se poser, mais heureusement qu'on peut se poser dans notre société des questions sur le fonctionnement de certaines institutions. Encore une fois, le Conseil constitutionnel, nous le respectons. La décision qui en sortira, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas, on la respectera. Vous la respecterez ? Mais bien évidemment, on la respectera. Et ce qu'on dit aux Français, c'est la prochaine étape après le Conseil constitutionnel. Si ça ne va pas dans notre sens, c'est les prochaines élections présidentielles pour revenir sur cette réforme. Mais nous respecterons évidemment. Ça veut dire, Kevin Mauvieux, que si le Conseil constitutionnel valide le texte, même en écartant 2-3 articles, je ne sais pas, nous verrons bien la décision en fin d'après-midi de demain, vous appellerez à la cessation de toute mobilisation, de toute manifestation, de toute contestation de la réforme des retraites, Kevin Mauvieux. Non, on n'est pas responsable. On n'est pas. Non, mais attendez, mais laissez-moi répondre. Ils sont absents de l'Assemblée de la rue. Mais laissez-moi répondre. Alors, je suis pas absent de la rue. Je pourrais vous envoyer les photos si vous voulez. Pour répondre à votre question. Non, nous n'appellerons pas à manifester parce que nous ne l'avons jamais fait. C'est pas le rôle du député d'appeler à manifester. Maintenant, ce que j'ai toujours dit à mes électeurs qui sont venus me voir à la permanence, qui m'ont questionné sur les réseaux et que j'ai vu en manifestation à Pont-de-Mer, je leur ai toujours dit, si vous êtes contre la réforme, bien sûr manifestez, mais ne confondez pas deux choses. Nous respectons la décision du Conseil constitutionnel, mais c'est pas parce que nous respectons la décision du Conseil constitutionnel que nous respectons la réforme et que nous sommes d'accord avec la réforme. Il y a le combat contre la réforme et le combat contre la décision. Vous cesserez de vous mobiliser ? Moi, personnellement, s'il y a des manifestations à Pont-de-Mer et qu'elles continuent et que je suis disponible, je continuerai probablement à y aller. Parce que je continue à combattre la réforme. Je ne combats pas la décision du Conseil constitutionnel, je combats la réforme. Alors, Emmanuel Macron veut un échange avec les syndicats après la décision du Conseil constitutionnel. On a beaucoup de travail devant nous. Le pays doit continuer à avancer. A-t-il dit ? Oui, je vous vois hausser... Qu'est-ce qui vous arrive, Kevin Mauvieux ? Ça me fait sourire. Oui, je vous vois sourire, mais pourquoi ça vous fait sourire ? Parce que ce petit regain d'envie démocratique et d'échange du président de la République, après 3 ou 4 mois bunkérisé à l'Élysée ou à l'étranger, quand on parle de réforme des retraites, c'est quand même assez drôle. Et il veut parler d'autre chose. Quand vous avez rendez-vous en Chine, vous en aurez un rendez-vous quand même, non ? Oui, non, mais évidemment. Mais entre un rendez-vous en Chine et avoir été tout le temps à l'étranger pendant la réforme des retraites et avoir donné une fin de non-recevoir à l'intersyndicale qui demandait à rencontrer Emmanuel Macron, et voilà, il attend que tout soit abouti pour dire allez-y, venez, on va parler de la suite. Mais les syndicats, et encore une fois, ils sont pas pour nous, on n'est pas forcément pour eux. Chacun à sa place. Les syndicats, depuis le début, demandent à parler avec Emmanuel Macron. Ils refusent. Parce que les syndicats défendent les travailleurs, vous ne les défendez pas. Pour revenir à la question du Conseil constitutionnel, à la décision du Conseil constitutionnel. Les travailleurs savent qu'ils les défendent. Nous respecterons la décision qui est prise, mais nous continuerons le combat. Parce que le Conseil constitutionnel ne va pas se prononcer sur le contenu de la réforme, sur le bon sens, sur la justice de cette réforme. Il va tout simplement prendre sa décision sur le respect de la Constitution dans l'usage de la réglementation. Donc, c'est pas parce que le Conseil constitutionnel va censurer que ça en fait une mauvaise loi ou une bonne loi. Nous, on dit que c'est une mauvaise loi, c'est pas parce qu'elle est validée par le Conseil constitutionnel qu'elle sera bonne, et inversement, c'est pas parce qu'une mesure l'est qu'elle n'est pas bonne. Donc nous allons continuer la mobilisation parce que elle est massive aujourd'hui dans le pays. On en est quand même à la 12e journée de mobilisation. On est à plus de 3 mois de mobilisation, c'est du jamais vu. Bien, et Emmanuel Macron qui veut un échange avec les syndicats, est-ce qu'il faut que cet échange se fasse ? C'est un peu tard parce que les syndicats ont demandé depuis le début à être reçus, à être entendus, et le point de départ, c'est le retrait.
Et c'est la question de l'âge de départ à la retraite. On ne peut pas aujourd'hui revenir comme si de rien n'était 3 mois en arrière. Ça fait 3 mois que l'intersyndicale unie demande à être reçue et à travailler. Et moi, la principale erreur qu'il y a sur ce texte, à la fois sans parler du fonctionnement qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, c'est qu'on a parlé de la réforme des retraites avant de parler du travail. Et les syndicats étaient prêts à se mettre autour de la table et à parler de la question du travail. Il y a eu une erreur méthodologique profonde dans les choix du gouvernement, du président et de la première ministre. Écoutez, moi, je pourrais effectivement revenir sur le Conseil constitutionnel parce que c'est quand même un peu savoureux ce que j'entends, parce que ce qu'on voit effectivement au sein de l'hémicycle, c'est qu'effectivement on a l'indécence de la France insoumise, et j'insiste sur la France insoumise, mais en face de ça, on a quand même l'incompétence du Rassemblement national. Alors effectivement, votre silence, vous pensez que ça vous sert, mais en réalité, les paroles s'envolent peut-être, mais les écrits restent. Et moi, ce que je dois dire, c'est que j'invite tout le monde, mais vraiment tout le monde, à aller sur le site de l'Assemblée nationale et à consulter vos amendements. Mais c'est savoureux. Quand vous nous expliquez en long, en large et en travers que vous voulez soutenir les aides-soignants qui font effectivement pouvoir soutenir au moment du passage à la retraite, mais également nos forces de l'ordre, et qu'on découvre que Madame Laure Lavalette, qui est chez vous, au gré d'un amendement qui est l'amendement, je crois, 68-40, vous pourrez vérifier, qui nous propose justement de supprimer les alinéas qui permettent de bonifier les droits à la retraite de ces personnes-là, excusez-moi, vous continuez en permanence à vous confondre dans ce qu'est le Rassemblement national, c'est-à-dire un mouvement qui ne travaille pas et qui de temps en temps va allumer des brèches, comme vient de le faire Marine Le Pen, expliquant encore ce matin qu'elle ne comprend pas à quoi sert le Conseil constitutionnel et qui vient remettre en cause la légitimité tout en disant non, j'ai rien fait, je n'ai rien dit. Le RN ne travaille pas et vous n'entendez rien et vous n'entendez pas. Juste pour répondre à une chose, c'est quand même... Vous avez choisi maintenant, vous avez un peu modifié votre angle d'attaque. Vous attaquez maintenant plus le Rassemblement national que la LFI, parce qu'à une époque ça a été LFI, mais maintenant... Est-ce qu'il y a des éléments de langage qui sont distribués? Alors moi je vais être très clair, effectivement, j'ai vu certains de vos confrères, oui, mais j'ai pour habitude d'être cash. Mais je sais. J'ai vu certains de vos confrères hier mettre un article sur le fait que on était très silencieux sur le Rassemblement national. Mais c'est très étonnant. Mon numéro est disponible. Je suis disponible sur les réseaux sociaux, etc. Je n'ai pas vu ces confrères venir nous questionner sur le Rassemblement national. Et non, moi je continue à le dire. Je vous combattrai toujours. Alors, sur le sujet des idées, même si vous voulez plus en parler, vous êtes toujours là, et je continuerai à combattre le Rassemblement national. Vous êtes un parti avec des relents identitaires. Dès que vous ouvrez la parole dans l'hémicycle, ok, c'est rare, mais dès que vous le faites, c'est pour avoir ces relents identitaires. Et quand on va sur le fond, on se rend compte que vous ne comprenez même pas ce que vous écrivez. Donc non, comptez sur nous, on sera toujours là. Mais soyons très clairs aussi. Moi, ce que j'attends aussi, c'est qu'on puisse aussi avoir une position de la part de la NUP. J'entends que la LFI aujourd'hui est en train de mener la danse, mais aujourd'hui, il va falloir aussi qu'on se retrouve. On a des adversaires politiques, mais aussi on a des ennemis de fond. Et je suis désolée, le Rassemblement national, ce combat, il doit nous unir. Oui, moi je suis d'accord. J'ai toujours combattu, je combattrai toujours le Rassemblement national. Mais c'est quand même vous, la majorité, qui avez installé 2 vice-présidents au perchoir. Qui c'est qui mène le combat contre la RN ? En 3 mots, c'est quand même savoureux d'entendre que la majorité est déçue que le RN ait déposé des amendements pour supprimer des articles d'une réforme dont on ne voulait pas. C'est assez savoureux. On a voulu supprimer les droits pour les aides-soignants et les forces de l'ordre de votre réforme dont on ne voulait pas. Et oui. Donc vous êtes ok pour ça. Vous êtes ok de votre réforme des retraites. Alors ça c'est génial. En fumage. Alors vous êtes génial. Vous êtes géniaux. Vous êtes en train de me dire que vous assumez ici ouvertement au micro de Sud Radio voulu supprimer les articles de votre réforme dont on ne voulait pas. Supprimer les alinéas qui permettent de bonifier les droits à la retraite des aides-soignants et des forces de l'ordre. Donc ne venez pas nous donner de leçons sur les forces de l'ordre demain. Jamais. Bien, il est 11h18. Allez, c'est bien parti. À tout de suite, un peu de pub. Jean-Jacques Bourdin. Bien, regardons un peu, tiens, un sondage IFOP pour Sud Radio. Que dit ce sondage qui a été réalisé? Alors attendez, il faut que je regarde, je vais trouver, ne vous inquiétez pas, je vais trouver parce que j'aime bien dire le moment où le sondage a été réalisé, c'est important, on va trouver ça. Que dit ce sondage? Il dit que les Français soutiennent à 62% la mobilisation contre la réforme des retraites. 62%, une très légère baisse, mais le soutien est toujours là.
Oui, mais ça fait 3 mois que le peuple se mobilise contre cette réforme et qu'on voit la majorité des Français qui soutiennent le mouvement social et qui soutiennent la contestation. Donc nous, on dit enfin au gouvernement, retirez ce texte, écoutez les Français. Et donc on en a parlé tout à l'heure en antenne, c'est soit le retrait, soit le retour devant les urnes, soit le référendum. Nous avons déposé une demande de référendum d'initiative partagée. On va en parler. Qui sera proposé par le Conseil, validé par le Conseil constitutionnel. Les Français sont opposés à cette réforme. Il faut l'entendre. Et on a eu des mois d'explications de la part du gouvernement. Et plus ils expliquaient, plus ils essayaient de faire de la pédagogie, moins ça marchait parce que leurs mensonges et leurs approximations ont été dévoilés, notamment sur la question des 1 200 €. Donc aujourd'hui, et on entend cette petite musique en disant mais vous êtes contre parce que vous comprenez pas. Donc c'est un peu prendre les Français pour des imbéciles. Donc nous on dit retirer cette réforme pour pouvoir travailler sur la question du travail. Bon, donc on va commenter aussi, et vous allez commenter aussi un autre résultat de ce sondage. Personnellement, la question, vous personnellement, dans les prochaines semaines, souhaitez-vous la mise en place d'un référendum d'initiative partagée? 73% disent oui. Un large remaniement ministériel, 69% des Français disent oui. Une dissolution de l'Assemblée nationale, 61% des Français disent oui. C'est un sondage qui a été réalisé du 11 au 12 avril. Alors, vous êtes surpris? Référendum d'initiative partagée, Prisca Thévenot. Écoutez, moi, je suivrai les avis qui émanent effectivement du Conseil des sages. Décision. Voilà, et il n'y a pas de débat à avoir dessus. Maintenant, moi, ce que je veux dire de manière générale, et je reste à ma place de parlementaire. Et à ma place de parlementaire, je continue à dire, nous y étions d'ailleurs ce matin dans l'hémicycle, nous allons y retourner après ce plateau, la solution face aux défis qui sont face à nous, qui sont devant nous, c'est résolument l'action. Et l'action, non pas pour se mobiliser, pour dire et nier une réalité, mais pour travailler à améliorer cette réalité. Est-ce que nous avons un sujet sur le financement des pensions de retraite, sur le financement de notre système des retraites? Ça nous a pris des semaines et des mois, aussi bien en commission que dans l'hémicycle, mais finalement, la NUP, et notamment Jérôme Guedj au sein du Parti Socialiste, a fini par le reconnaître. Que de temps, je finis monsieur, que de temps perdu. Parce que pendant que vous étiez en train de nier cette réalité, vous n'avez pas proposé des solutions de financement pour permettre de rester, je vais finir de parler, pour permettre de rester dans le système de retraite par répartition qui est un héritage, de la gauche. Donc, encore une fois, nous, on veut le préserver sans imposer 2 ans de vie de prison ferme aux Français. C'est un impôt sur la vie que vous proposez. Attendez, on va être très clair. Le travail n'est pas la prison. Oui, il y a un sujet sur les pénibilités, sur les carrières longues. Nous devons pouvoir y travailler. Nous y apportons un certain nombre de réponses dans le cadre de cette réforme des retraites. Mais là où je vous rejoins, c'est que nous devons y travailler bien au-delà, en travaillant notamment sur la réforme qui va arriver sur le travail. Et en parallèle, aborder aussi le sujet de la vie chère. Effectivement, cette capacité aujourd'hui que nous avons le tous coût de la vie, à le vivre reste de à notre vivre, travail. qui finalement est caché derrière la réforme des retraites, et c'est même la première préoccupation des Français, disons clairement les choses. Personne ne le dit, et d'ailleurs il est regrettable qu'il n'y ait pas aujourd'hui, peut-être parallèlement, avant, après, je ne sais pas, mais l'organisation d'une grande conférence sur les salaires. Je ne sais pas, une grande conférence, il y a peut-être d'autres solutions. C'est ce qu'on demande depuis des mois. Il y a peut-être une autre solution, mais il faut absolument engager une réflexion sur les salaires et sur les revenus des Français, parce que ça ne va plus. Sur le sondage, vous avez un mot à dire, Kevin Mauvier, ou pas? Sur le sondage... Référendum d'initiative partagée, voulu par les Français. Référendum d'initiative partagée, moi personnellement... Vous n'avez pas demandé? Vous l'avez demandé au Rassemblement National? Nous, on a demandé un réféendum dès le départ, dont personne n'a voulu, même pas la gauche. Non, mais c'est un référendum quand même. Ça n'a rien à voir. Mais personne n'en a voulu. Aujourd'hui, tout le monde en veut, c'est génial. Moi, personnellement, je suis pour. Après, il faut quand même rester honnête avec les Français. Référendum d'initiative partagée, c'est très compliqué à aboutir. Très compliqué. Donc même si le Conseil constitutionnel donne son aval, derrière ça va être très compliqué. Maintenant, si ça aboutit, tant mieux. Moi personnellement, je suis pour. Tout ce qui peut retourner devant le peuple doit y retourner. Les sondages sont très mauvais, c'est pas une surprise. Les Français sont majoritairement contre la réforme. C'est même inédit d'ailleurs d'avoir une si forte opinion positive des manifestations sur une durée aussi longue contre une réforme. Mais c'est normal. Et quand j'entends ce matin qu'il y a des sources qui nous informent, ou que Elisabeth Borne a dit elle-même, je sais plus, que alors maintenant le problème de la compréhension de la réforme des retraites, en fin de compte, c'est pas le gouvernement ni les députés, maintenant c'est le corps. C'est le Conseil d'orientation des retraites qui a mal expliqué les choses, donc c'est de leur faute si la réforme est mal comprise. Kevin Mauvieux, est-ce que les syndicats doivent se rendre à l'invitation d'Emmanuel Macron?
quelle que soit la décision. Nous, on part du principe que quand vous êtes invité par une institution, que ce soit Elisabeth Borne, comme on l'a été mardi, Vous devez y aller. ou que ce soit le président de la République, il faut y aller. On part du principe que le dialogue doit... Mais attention, il faut y aller, mais ça on veut... ne proposera rien, on dira rien, on travaillera. Non, mais la question n'est pas là. Je mais suis sûre. si vous y allez pour prendre le café, mais vous êtes pas du si tout. vous faites comme à l'Assemblée, pardon, mais... Je sais que vous êtes sourds dans la majorité à ce que je les vous Français... écoute depuis tout à l'heure. à ce que les on a Français fait un souhaitent. meeting du Rassemblement national. Mais si vous allez à une invitation et qu'on vous dit carte blanche, vous évoquez ce que vous voulez, que vous venez, que vous évoquez un sujet et qu'on vous dit non, je veux pas parler de ça, je veux parler d'autre chose, mais vous partez. là, en l'occurrence, donc vous dites Mais oui, il faut y aller. Mais bien sûr. Il faut y aller, Iñaki. Les syndicats sont libres de leur choix. Nous, nous, on fait la séparation entre le monde syndical et le monde politique. On travaille ensemble, mais on n'a pas leur imposer les choses. Bon, à propos de politique, il y a juste une petite parenthèse. 4 députés de la majorité présidentielle qui quittent le groupe Renaissance, dont Barbara Pompili. Prisca Thévenot, commentaire. Pardon, c'est pas complètement vrai. Je vais continuer. Quitte le groupe, elle reste apparentée. Alors en fait, elles quittent pas le groupe puisqu'elles sont apparentées. Oui. En réalité, elles font partie d'un groupe politique qui s'appelle En Commun, comme Agir, comme Territoire de Progrès. Ce sont des groupes politiques qui sont au sein de la majorité présidentielle. Et donc, elles ne sont pas dans le mouvement politique Renaissance, elles sont dans leur mouvement en commun, mais elles restent dans le groupe politique de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Donc pardon les raccourcis qui effectivement pourraient peut-être nourrir un buzz médiatique, mais sont en réalité un peu trompeurs. C'est assez drôle parce qu'il y a 2 minutes, vous demandiez au PS de séparer d'LFI, même s'ils sont dans le même groupe. Ah, mais moi je demande pas à Barbara Pompili de séparer nous, elle pense la même chose que nous. Non, mais je sais bien, mais vous étiez en train de faire la distinction entre la France Insoumise et le PS. Là, vous êtes en train de faire la même chose, mais à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle est dans le groupe présidentiel, mais elle n'est plus dans Renaissance. Là, vous ne comprenez rien. Là, vraiment, vous ne comprenez rien. Sauf que Barbara Pompili a déclaré en janvier 2023, on ne peut pas faire une réforme contre la population. Mais attendez, encore une fois, il ne s'agit pas de faire une réforme contre la population, mais bien une... Non, mais je peux quand même dire quelque chose, moi. Je ne suis pas la porte-parole de Barbara Pompili, mais j'ai aussi une parole à moi. Et donc je le dis à nouveau, pardon de le redire, mais il ne s'agit pas de faire une réforme contre la population, mais bien pour les Français. Encore une fois, on est encore en train de se demander l'intérêt... Monsieur, laissez-moi finir une phrase, s'il vous plaît, c'est juste désagréable. On m'interroge, pardon de répondre. Donc oui, encore une fois, cette réforme, nous la faisons dans le cadre de cet héritage de la gauche qui est un système de retraite par répartition solidaire de façon intergénérationnelle. Et oui, les autres moyens que vous proposez aujourd'hui au micro, les autres réformes que vous proposez au micro n'ont pas été proposées au sein de la Commission des Affaires sociales, ni au sein de la Commission des Finances, ni au sein de l'hémicycle. Trop facile. Allez, il est 11h30, petite pause et ensuite nous poursuivons ce débat intéressant, très intéressant. Nous allons parler évidemment d'étrangers avec Emmanuel Macron. Être allié des États-Unis ne signifie pas être vassal, a dit le président de la République. Nous allons commenter cette phrase, mais aussi d'autres sujets, la répartition des richesses, j'en parlais, l'augmentation des salaires. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. 11h32, débat, jeudi politique. 3 invités, Prisca Thévenot, porte-parole du groupe Renaissance, député des Hauts-de-Seine, Kevin Mauvieux, député Rassemblement National de l'Eure, et Iñaki Echanis, député socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Alors, je regarde l'actualité. Adrien Quatennens, réintégré au sein du groupe LFI, après 4 mois de suspension, ne fera pas partie de l'intergroupe de la NUPES. C'est ce qu'a indiqué Alexis Corbière. Ça vous satisfait ou pas? C'était l'une des demandes que nous avions faites. Adrien Quatennens aurait appartenu au groupe socialiste et au Parti socialiste, il n'aurait pas rejoint nos bancs. Nous avons clairement exprimé notre désaccord sur cette décision. Le groupe Insoumis est souverain. Nous respectons son fonctionnement. Nous ne sommes pas d'accord avec la finalité. Nous avions demandé à ce qu'il ne fasse pas partie de l'intergroupe NUPES. Effectivement, ça ne sera pas le cas. Mais moi, j'appelle tous les groupes politiques à balayer devant leur porte. Alors, j'ai pas Adrien Quatennens, j'ai Corbière qui dit, Alexis Corbière qui dit, moi, je ne veux pas dire mon vote. Je ne veux pas donner mon vote. En revanche, François Ruffin, lui, l'a dit. Il a dit, j'ai voté contre la réintégration. Il a rappelé qu'il avait toujours été favorable à ce qu'Adrien Quatennens prenne une année sabbatique. Une traversée du désert ne fait de mal à personne, a-t-il dit. Bon,
Bon, vous n'avez pas ces problèmes au Rassemblement National, non? Bah écoutez, pour l'instant non. Bon. Maintenant, Bon. Oui, d'accord. On ne sait jamais. Hein. ça reste de l'humain, on le souhaite pas, hein, mais si un jour ça devait arriver, voilà, on verrait comment on réagirait. Mais Prisca Thévenot. Moi, je rappelle juste quelque chose de très simple, c'est que sur le cas d'Adrien Quatennens, ce ne sont pas de simples accusations. Oui, Il y a eu été une condamné. condamnation. Et là, la différence, elle est bien là. Il y a eu une condamnation. Et sur ce sujet-là, effectivement, nous devons aussi faire front commun. Sur le sujet des violences faites aux femmes, moi, je suis assez étonnée de me rendre compte, encore une fois, que vous n'arrivez pas à avoir une parole tranchée, affirmée sur cette question-là. Quand vous il aurait appartenu au Parti pointez Socialiste. du doigt la France Insoumise. Pointez-les un peu du doigt. N'ayez pas peur de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez fait une coalition. Est-ce qu'il y a une peur de Jean-Luc Mélenchon? On n'a pas peur de Jean-Luc Mélenchon. Arrêtez de repasser vos éléments de langage. On n'a pas peur de Jean-Luc Mélenchon. Regardez les l'argument de faiblesse, c'est des éléments de langage. Je donne un avis, c'est un élément de langage. Regardez les votes du groupe socialiste. Je suis une femme libre et je suis capable d'avoir un avis, groupe socialiste depuis le mois de juin. Nous n'avons pas les mêmes votes qu'avec la France Insoumise, qu'avec les communistes, qu'avec Europe Écologie Les Verts. Nous avons des prises de position différentes. On se rejoint sur un certain nombre de sujets, mais nous nous différencions. Sur l'énergie, vous n'êtes pas d'accord. Sur les violences faites aux femmes, vous n'êtes pas d'accord. Sur le rapport au travail, vous n'êtes pas d'accord. Prenez votre envol. Et c'est moi, une ancienne de gauche, qui vous le dit. Franchement, ça ferait du bien. Ça ferait du bien. Non, au contraire, moi, j'ai gardé mes idéaux et je suis partie justement les défendre ailleurs. Vous êtes en train d'être mobilisé sur les égos d'un seul homme qui ne représente pas la gauche, monsieur. Je vous le dis. Nous avons une ligne claire au Parti Socialiste et elle est entendable. Bon. Alors, au Parti Socialiste, que pensez-vous du coût de la vie et de la répartition des richesses et du reste à vivre, qui est finalement le problème fondamental aujourd'hui que rencontrent les Français? Alors, vous avez des solutions ou pas? Oui, ça a été comment faites-vous pour augmenter les salaires? Ça a été une de mes premières interventions au sein de l'hémicycle, quand on débattait sur l'échec. Nous ne sommes pas partisans d'échec, parce qu'on considère ça, sur les primes, parce qu'on considère ça comme un pansement sur une jambe de bois. Nous demandons à ce que le SMIC soit augmenté et qu'il y ait en place une conférence sociale des salaires, pour que tout le monde puisse se mettre autour de la table. Le SMIC, 14,5% des salariés du privé, je le rappelle, sont payés au SMIC. Il reste 85%. Donc il faut une conférence sociale salariale pour augmenter l'ensemble des salaires. Et ça viendra aussi financer la question du régime des retraites, parce que ça fera des cotisations supplémentaires dans le régime. Et ça permettra aussi aux gens de pouvoir avoir un reste à vivre pour pouvoir faire fonctionner l'économie. Et la question des primes, ce n'est pas de la hausse de salaire, c'est éphémère. Et on le voit bien, notamment dans les primes sur l'énergie. Les gens ne les demandent pas parce que c'est un parcours administratif, c'est compliqué. Il faut augmenter les salaires, point à la ligne. Il faut augmenter les salaires, mais ça c'est en mettant tout le monde autour de la table. Tout le monde dit il faut augmenter les salaires. En mettant tout le monde autour de la table, et quand Patrick Pouyanné s'augmente de 10% en pleine crise sociale, là ça pose de problème à personne. On n'entend ni la majorité ni le Rassemblement national se poser des questions sur la répartition des richesses dans les entreprises, sur les écarts salariales dans les entreprises. Vous trompez d'adversaire. Mais non, on ne se trompe pas d'adversaire. On veut de la justice sociale, de la répartition des richesses. On ne peut pas accepter aujourd'hui que les prix des salaires soient de 1 à 20 ou 1 à 50 dans les entreprises. Il y a effectivement en France un problème de répartition des richesses et il y a un problème de pouvoir d'achat. La solution du SMIC, c'est une solution de facilité pour le politique, parce que c'est un très beau slogan d'augmenter le SMIC. Le problème, c'est que vous l'avez dit, il y a 15% des Français au SMIC. Ça veut dire, en passant à 1500 ou 1600 le SMIC, ça veut dire que déjà, on va faire 20 ou 25% de SMICards en France. C'est pas forcément une solution. 92% des entreprises en France sont des TPE-PME. On en a tous, je pense, dans nos permanences qui viennent nous voir parce que les factures d'électricité, les factures de gaz et les charges, etc. Et les gens qui ne consomment plus. Et donc, ils savent déjà pas s'ils seront encore là cet été. Donc, à quel moment on va leur dire, vous allez rajouter 2, 3, 4, 500 € en plus sur le salaire de vos smicards, et puis c'est à vous de vous débrouiller parce qu'il faut que vos smicards puissent manger mieux. C'est une fausse bonne idée, c'est un mauvais slogan. Alors, j'en profite pour dire que c'est le Parti Socialiste qui a fait voter dans le cadre de notre niche le bouclier tarifaire pour les TPE, les PME et les artisans, ce qu'a refusé la majorité. Donc, en effet, le Parti Socialiste et la gauche vient en aide aux TPE, aux PME. Vous avez voté contre le budget qui permet de le financer. Nous, ce qu'on propose au Rassemblement National, on essaye d'être pragmatique au milieu de tout ça. On a bien conscience qu'on ne va pas imposer aux entreprises d'augmenter les salaires. On a bien conscience que ça se fait dans des négociations. Mais on a aussi conscience qu'aujourd'hui... Pourtant, j'ai entendu votre président dire il faut augmenter les salaires. Non, mais bien sûr, sans donner de solution. Mais je vais y venir. Oui. Bien sûr que si, les solutions existent. La solution, ce serait d'inciter
c'est pas à nous de prendre la décision, on n'est pas soviétique, c'est d'inciter à augmenter les salaires. Et l'incitation à augmenter les salaires, elle passe par notre proposition qui est de dire vous augmentez de 10% les salaires de vos employés, moyennant quoi sur cette hausse de salaire, on ne vous impose pas de charges patronales. Ça ne coûte rien parce que c'est ce qu'on appelle un manque à gagner, donc c'est pas de l'argent qu'on va décaisser. C'est l'État qui doit décider ou pas, Kevin Mauvieux ? Mais non, ça se fait dans des négociations. Je viens de vous le dire. Ce sont les négociations d'entreprise qui se font, mais il faut les inciter dans une période où les entreprises sont prises à la gorge. Et on les incite en leur disant augmentez les salaires 10% et vous ne paierez pas de charges patronales. Et je vous assure, on leur donne ce conseil. J'ai reçu des entreprises et bon, les conseils, c'est la panachée du gouvernement en ce moment qui demande à tout le monde de faire des efforts, mais sans proposer de réelles solutions. Nous, c'est une solution. Encore une fois, on n'impose rien. On incite, ça ne coûte rien à l'État, et il y a des représentants d'entreprises. Moi, j'ai reçu le représentant de la CCI, j'ai reçu aussi le représentant d'un syndicat d'entreprise à ma permanence. Je leur ai soumis ces hypothèses-là, et ils m'ont dit, mais tout le monde ne pourra pas le faire, évidemment. Ce sera des négociations qui se feront, mais ils m'ont dit banco, on est pris à la gorge par les charges. Prisca Thévenot. Alors, sur les salaires, est-ce qu'il y a des initiatives qui vont être prises par le gouvernement ? Est-ce que, je ne sais pas, le salaire, le coût de la vie, le reste à vivre ? Alors déjà, j'aimerais rappeler sur le sujet effectivement du salaire, mais du marché de l'emploi en général, c'est que pendant très longtemps, mais vraiment très longtemps, l'enjeu pour les Français, la préoccupation numéro 1 des Français, c'était de trouver un travail. Vraiment, c'était le numéro 1. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut reconnaître que grâce à l'action qui est menée maintenant depuis 2017, nous sommes dans une société où effectivement le chômage est au plus bas depuis de nombreuses années. C'est un raccourci. Oh non mais encore. vous avez laissé parler le Rassemblement National, monsieur cher collègue, laissez-moi juste finir ma phrase, ça, vous allez voir. C'est peut-être désagréable, mais c'est aussi important. Et donc oui, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une logique où il s'agit de trouver un travail, mais il s'agit effectivement de faire en sorte que ce travail paye mieux. Et donc, cet enjeu-là a un double aspect. C'est effectivement de travailler sur le dialogue social. Nous avons besoin de remettre ces lettres de noblesse au dialogue social pour qu'il puisse y avoir des négociations, des concertations, c'est fatigant, qui se passent au sein des branches. Mais nous avons aussi notre rôle en tant que parlementaires. Et cette action de politique, nous devons la mener et ne pas la balayer d'un revers de main en disant « circuler, il n'y a rien à voir ». Oui, par exemple, quand il y a des versements de dividendes, eh bien ces versements de dividendes, on peut mettre une condition pour qu'il puisse d'abord y avoir de la répartition au sein de l'entreprise avec les salariés. Ça fait plaisir de l'entendre. Donc, alors attendez. Versement de dividendes sous condition ? On peut y réfléchir et tout doit être sur la table. Ça, c'est une piste du gouvernement ? Je suis parlementaire. Encore une fois, d'une niche je le dis, parlementaire regardez. de Renaissance ? Non, vous tirez le trait. Proposition de loi ? C'est pas trop tôt, ça fait 6 mois qu'on parle de la taxation des super profits. Alors attendez. Je ne parle pas de super profit. Je ne parle pas. Ah oui, non, mais on a une info, d'autant qu'ils ont rejeté de leur propre Je peux majorité finir ma la phrase, taxation s'il vous des plaît. dividendes. C'est incroyable. Laissez finir, Prisca Thévenot. Allez-y. Je ne suis pas en train de faire une annonce gouvernementale. Je suis à ma place. Je suis parlementaire. Vous m'interrogez en tant que parlementaire. Et je dis du groupe Renaissance. Oui, et je dis que oui, nous devons pouvoir interroger ce sujet-là. Alors, dans quel support, dans quel véhicule ? Répétons. Dans les entreprises, il y a évidemment des dividendes qui sont versés aux actionnaires. Les dividendes exceptionnels doivent pouvoir être interrogés sur la bonne répartition avant leur versement aux salariés. Comme quoi on progresse. Avant le versement aux salariés, précisez, parce que je veux tout savoir là. Mais bien sûr, mais allons-y franchement, et on est sur du débat. Allons-y franchement, parce que c'est important. Mais c'est pour ça que c'est important. Oui. C'est des sujets qui ont été adressés, mais notamment pendant la campagne des présidentielles. Quand il y a des dividendes exceptionnels, je vais finir. Quand il y a des dividendes exceptionnels qui sont versés, eh bien oui, il faut qu'on puisse s'attacher à conditionner voir si effectivement... ces dividendes, ce versement. Pourquoi pas ? Conditionner à quoi ? Voyons, déjà quand ils sont exceptionnels, ça veut dire qu'il y a une activité exceptionnelle, une croissance exceptionnelle, et donc pouvoir voir si effectivement il y a aussi une bonne répercussion au sein de l'entreprise auprès des salariés. J'ai une question à Mme Thévenot. C'était un sujet qui avait été, que nous on porte à gauche depuis longtemps, mais qui avait été notamment repris par Jean-Paul Mattei, président du groupe Modem, qui avait été voté à l'Assemblée nationale, et par l'usage du 49.3, ça a été balayé et retiré du texte par le gouvernement. Mais pourquoi ne pas avoir acté ce vote-là de l'Assemblée nationale ? Et encore une fois, ça aurait respecté nos institutions que de garder cet amendement voté, venu de la majorité et voté par une majorité à l'Assemblée nationale. Donc moi, ça me fait doucement rire quand vous revenez sur ce sujet-là. Et puis quand vous parlez de dialogue social, vous venez de le piétiner. Je voudrais juste, M. Bourdin, citer un chiffre intéressant. Depuis 2008, les salaires des 10% les mieux payés ont augmenté 3 fois plus vite que ceux des 10% les moins bien rémunérés. Donc quand il s'agit des salaires des plus riches, là on se pose pas de questions. On vient pas dire oui, mais comment, pourquoi.
Non, là on se pose pas de questions. Alors il faut rééquilibrer les choses, revenir sur de la justice sociale, de la justice fiscale et de la justice salariale. Un mot sur les salaires. Il y a aujourd'hui une réunion des actionnaires de Stellantis, 23 millions d'euros, entre 19 et 23 millions d'euros le salaire du patron de Stellantis, Carlos Tavares. Les actionnaires vont discuter de ce salaire. Il perçoit en une journée ce que perçoit un salarié de l'entreprise sur une année. Ça vous choque ou pas ? Bien sûr. Est-ce qu'il faut se satisfaire du succès, parce qu'il a conduit le groupe au succès, hein, Tavares. Qu'un président d'entreprise qui a conduit son entreprise au succès touche un bon salaire, c'est normal. 16 milliards de bénéfices. Maintenant, après, il y a des choses qui sont totalement déraisonnées. Mais les actionnaires, cette information, elle a dû arriver ce matin. Enfin, j'en ai entendu parler. C'est aujourd'hui. Les actionnaires ont voté contre, je crois. Non, c'est cet après-midi. Non, c'est cet après. Parce qu'il y a une entreprise qui a eu le même type de situation, je crois, où les actionnaires ont voté contre. Mais c'est cet après-midi. Évidemment que quand on voit des salaires mirobolants comme ça, oui, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mbappé, c'est 630 millions. Hein. Il faut, dans les entreprises, limiter de 1 à 20. Mbappé est le meilleur joueur du monde ou l'un des meilleurs joueurs du monde, et Stellantis, c'est peut-être l'un des meilleurs patrons de l'automobile du monde. Mais je n'ai jamais pris la défense des personnes qui touchent des millions comme ça. Mais non, mais je dis ça comme ça. Je ne l'ai jamais dit. Moi, j'ai toujours trouvé. Oui, c'est indécent. C'est indécent. C'est indécent, mais exactement. C'est indécent qu'on puisse être rémunéré à ce point-là. On a besoin, oui, bien sûr qu'on a besoin de chefs d'entreprise qui font avancer notre pays, avancer l'économie, qui font rayonner la France à l'international. Mais il y a aussi une question d'équilibre. On ne peut pas accepter que des gens touchent des milliards ou des millions d'euros par mois quand d'autres n'arrivent pas à remplir leur frigo. Donc nous, c'est une solution simple qu'on porte, c'est de limiter de 1 à 20 les écarts de salaire dans les entreprises. Et c'est pas bolchevique. Prisca Thévenot. Non, de façon. Qui êtes de gauche à l'origine. Oui, toujours, mais toujours de gauche, pourquoi? Non, toujours de gauche. Bon. Moi, en tout cas, j'ai travaillé à sauver notre système de retraite par répartition, pas vous, monsieur. Donc oui, je suis plus de gauche que de gauche. Non, effectivement, à l'heure où, comme on le dit, effectivement, nous avons un sujet sur le pouvoir d'achat, et c'est pas juste des sujets de fin de mois, mais effectivement, il y a des difficultés au quotidien pour un grand nombre de Français qu'on ne doit pas nier, qu'on doit regarder en face. Ces chiffres interrogent et questionnent, bien évidemment, et cela ne va pas remettre en cause la solidarité et la protection que nous devons avoir par rapport à celles et ceux qui entreprennent en France, qui créent de l'emploi, mais ces chiffres interrogent les chiffres que vous venez de donner. Bien, il est 11h46, nous allons terminer sur l'international avec les déclarations d'Emmanuel Macron concernant la souveraineté européenne. Il est 11h46. Jean-Jacques Bourdin. Il est midi moins 10, Emmanuel Macron a beaucoup parlé ces derniers temps à propos de la souveraineté européenne. Il a finalement répété ce qu'il a toujours dit autour de la souveraineté européenne. Être allié des États-Unis ne signifie pas être vassal, il a dit, allié fiable, solide, engagé, mais nous décidons par nous-mêmes. Nous ne sommes pas suivistes de Washington ou Pékin sur la question de Taïwan. Nous ne sommes pas là pour nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Très critiqué en France, pas toujours à l'étranger, très discuté à l'étranger, pas toujours très critiqué, mais très critiqué en France, ces déclarations. Prisca Thévenot. Vous comprenez ces critiques ou pas? Ou pour vous, Emmanuel Macron ne fait que répéter ce qu'il a toujours dit? J'entends les critiques, bien évidemment, mais je pense qu'il faut sortir d'une naïveté. Être un allié de poids, être un allié dans une relation digne de ce nom, c'est être aussi un allié indépendant. Nous devons être capables, en tant que Français et en tant qu'Européens, d'assumer une parole singulière, une parole qui est la nôtre et qui défend nos intérêts avant tout. Et ça ne remet pas en cause, absolument pas en cause, nos relations de partenariat par ailleurs. Au contraire, ça les remet d'autant plus en exergue. Kevin Mauvieux. Moi, sur le principe, et Marine Le Pen d'ailleurs l'a dit, sur le principe, on adhère aux propos. On est pour la souveraineté, on est pour la puissance de la France, pour nos décisions propres. Maintenant, nous, ce qui nous pose problème, c'est le discours et les actes. En réalité, Emmanuel Macron a toujours été plus ou moins suiviste. On est soumis à énormément de choses de l'Union européenne, que ça aille dans le bon ou dans le mauvais sens. Vous voulez qu'on parle de votre soumission à Vladimir Poutine? Franchement, vous êtes mal placé pour donner des conseils sur ce sujet. On verra ce que la commission d'enquête regardez vos votes à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Vous le défendez en permanence. Vous le défendez en permanence. On ne le défend jamais. Vous êtes vraiment mal placé pour donner des leçons. Donc vos éléments de langage, vous pouvez les garder. Non, c'est une réalité. Maintenant, sur la question, attendez, parce que juste pour aller au bout des choses,
La preuve qu'il est suiviste et qu'il essaye de faire des discours, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, il nous sort ça maintenant, mais la réalité c'est que quand il a fait... Pourquoi ? Parce qu'il y a une crise à Taïwan. Hein. Oui, non mais autour de Taïwan. Oui, non mais il y a une actualité. Non mais évidemment, il y a une actualité là-bas. Mais il n'a pas lu la fiche. Je veux dire dans le monde. J'ai pas de fiche, moi. On me demande pas de dire des choses. Il en faudrait peut-être. Je dis ce que je pense. Il en faudrait peut-être. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a fait cette déclaration ? Il s'est passé que derrière, il y a certains diplomates américains qui ont déclaré qu'il fallait faire attention à ce qui était dit, parce que sinon, leur prise de position pour aider l'Europe dans le cadre de la guerre en Ukraine pourrait être revue. Bon voilà, il y a eu des choses un peu dites comme ça. Quand on entend des choses qui sont dites comme ça de la part de journalistes ou de diplomates des États-Unis suite à une déclaration telle que celle-ci, ça veut bien dire que il y a quand même un côté suiviste et que ça les dérange quand on essaye de se séparer. Donc ça, c'est pas suiviste. Ce discours d'Emmanuel Macron n'est pas... La déclaration n'est pas suiviste. Oui. La déclaration. Mais ce qu'on voit au quotidien pose question. Je pense que sur sa déclaration et surtout sur le moment, c'est mal choisi. Parce qu'on est dans un conflit sur l'Ukraine, on est avec un conflit, vous l'avez dit, à Taïwan, avec un vrai risque que la Chine de conflit, vienne enfreindre les valeurs que nous défendons en France depuis toujours, la liberté des peuples et des territoires. Et c'est difficile pour nous d'entendre Emmanuel Macron aller en Chine donner ce discours-là, alors qu'on sait très bien les reproches démocratiques qu'on peut faire à la Chine. Il n'a pas été abordé la question des Ouïghours, la question de Taïwan a été mise sous le tapis. Donc moi je suis un Européen convaincu, je pense que ça on ne sait pas. L'Europe doit s'affirmer, mais ça a été abordé ou pas. Dans cette situation-là, je pense qu'il faut que nous soyons unis sur la question des libertés et la protection de la souveraineté des pays qui sont aujourd'hui en danger. La question de l'Ukraine et de Taïwan est primordiale, plutôt que d'essayer de surfer ou de faire de sortir un petit peu d'un autre sujet. C'est ce que vous diriez à Jean-Luc Mélenchon qui ne trouverait rien à redire à un envahissement de Taïwan par la Chine. Je ne fais pas partie de la France Insoumise et je ne suis pas un conseiller de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais je vous dis c'est quand ça vous arrange. Vous diriez la même chose. C'est le même principe que vous. Mais volez de votre propre zèle. Vous avez existé avant Jean-Luc Mélenchon, le Parti Socialiste continue. Enfin d'ailleurs, il est en mais nous continuons, mais on est à peu près sur le même débat. Nous ne sommes pas suivistes de la France Insoumise comme Emmanuel Macron ne veut pas être suivi des États-Unis. Je suis ravi de l'entendre. Mais nous le disons depuis le mois de juin. Ah, bah Madame super. Thévenot, nous le disons depuis le mois de juin, nous ne sommes pas suivistes. Dites-moi. Nous avons des valeurs communes et nous avons des combats communs. Quelles valeurs ? De la justice sociale. Laquelle ? De la répartition des richesses, de la démocratie. Et de la sur le droit des femmes, vous êtes d'accord ? Sur l'énergie, vous êtes d'accord ? Sur le rapport au travail, vous êtes d'accord ? Sur le rapport à la justice, vous êtes d'accord ? Sur le rapport aux forces de l'ordre, vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord sur rien avec la France Insoumise ? Prenez votre envol. Vous êtes capable de le faire, vraiment. Mais nous l'avons, notre envol, arrêté avec vos éléments de langage. Vous répétez les mêmes mots. C'est pas un élément de langage, c'est une demande. C'est une demande de la part d'une ancienne militante de gauche. Le Parti Socialiste a pris son envol, non ? La dissidence, il y a eu une candidate dissidente et nous, elle est socialiste. Elle est suspendue du Parti socialiste. Et nous, en fait, moi, j'ai le respect de la parole donnée. Nous avions un accord. Elle est devenue comme une paria alors qu'elle défend des idées. Elle est militante de gauche depuis bien plus longtemps que nous deux. Nous avons posé nos conditions pour qu'elle rejoigne le Parti socialiste. Rejeter quelqu'un comme ça, c'est hallucinant. Nous la rejetons pas. C'est elle qui n'a pas voulu venir. Bon, je termine. Prisca Thévenot. Oui, Emmanuel Macron est toujours dans sa position. Enfin, il est peu suivi en Europe. Franchement, la souveraineté européenne, ça n'a pas recueilli beaucoup d'écho. Écoutez, la souveraineté européenne, on peut effectivement dire que ça recueille ou pas de l'écho, mais c'est une réalité. Et notamment, on l'a vu dans le cadre, malheureusement, des crises que nous avons vécues. La crise Covid, la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine. Oui, la souveraineté et l'Union européenne, c'est-à-dire d'une volonté d'avancer ensemble, en collectif, a été prouvée. Maintenant, nous devons faire en sorte que ce collectif fort, uni, soudé, puisse exister en dehors même des crises et se solidifie, se renforce. Parce que nous devons être une puissance économique, une puissance industrielle et une puissance de valeur. Donc encore une fois, on peut en faire toutes les polémiques de la Terre. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tel qu'il est, avec de grands défis, et nous devons avoir cette force de nous reconnaître comme une force européenne. Merci à tous les trois d'être venus nous voir. Merci pour parler de l'actualité. Nous allons attendre maintenant la décision, les décisions, parce qu'il y en aura plusieurs, du Conseil constitutionnel demain en fin d'après-midi vers 17h, 17h30 à peu près. Il est 11h56. Merci, vous êtes sur Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez réécouter ces débats, vous pouvez réécouter nos émissions. Ce n'est pas compliqué. C'est sur sudradio.fr et évidemment en podcast. Il est 11h56.